simple. Dans de tous les ouais, je voudrais nous remarquer notre insatisfaction de son réception ici. Mais une femme qui tient destinée d'un peuple, c'est très normal. C'est mieux que garçon. Moi, je prépare. Moi, je suis fatigué. En tant que chef de ouais, de Benta, Bembli, Jesco. Après, il est très fatigué. Donc, une femme à mon place, ça sera très, très bon. Mais si la femme... Une femme tient le destin de son peuple, c'est une bonne chose. C'est mieux que garçon. Moi, en tout cas, c'est mon avis qui est là. Parce qu'une femme, même, Dieu même a déjà confié l'enfantement à la femme. Ça veut dire qu'une femme peut prendre plus soin de son peuple que garçon. Et une femme porte chance. La femme porte chance. Et regardez, chef, une femme, chef, c'est un peu la représentante du chef de l'État là-bas. Ça veut dire que tous les problèmes fonciers, tout ça là, c'est vers elle. Et la femme peut mieux négocier que garçon. Déjà, la femme chef là, c'est rare. Mais quand elles sont là, elles travaillent bien. Donc, une femme qui est chef, vous convenez avec moi que même quand il y a des rivalités, ça peut passer. Imaginez un seul instant, s'il y a un village voisin qui est en conflit avec elle, c'est la femme, elle aussi, elle est femme chef là-bas. Donc, imaginez le débat. Ah, carrément, tu as pensé que ton peuple est plus fort que moi. Et ça passe simplement avec la femme. Même quand il y a un conflit foncier, même quand on attrape voleur dans le village, la femme peut mieux négocier. Le voleur assis là, la femme, elle peut venir. Comme son enfant, il ne faut plus voler. Le vol n'est pas bon. Viens, une femme peut dorloter un voleur. Pourtant, un homme va lui crier dessus. Et donc, moi, je préfère que la femme soit... Et même dans la négociation, même dans le développement du village, la femme peut mieux négocier auprès de l'administration. Elle peut aller faire... Excusez-moi, il y a des manières quand même, des jeux de séduction. C'est un avantage aussi pour la femme. Il ne faudrait pas qu'on se prenne la tête. Alors, monsieur le préfet, dans ma région, par exemple, je voudrais une école primaire. Je voudrais également des choses. Eh non, ça peut passer. Mais oui, si le gars était par exemple l'autorité, le préfet comme ça, c'est la femme qui vient vers vous. Je veux 2 écoles primaires de 8 classes chacune. Qu'en direz-vous? Ça, c'est la séduction. On va l'examiner. Je suis devenue chef parce que je fais partie de la lignée. On ne peut pas devenir chef parce que soit vous avez un beau visage, vous avez une carrure. Mais c'est à partir du moment où vous êtes dans la lignée, c'est comme ça que vous devenez chef. Même si vous êtes une femme et que vous êtes dans la lignée, vous devenez chef. Pourquoi chez vous, c'est les femmes qui doivent hériter ce poste-là? C'est la tradition qui le dit. C'est le système du matriarcat. Ça part de l'histoire du peuple baoulé. C'est une maison qu'un jour qui m'a appelé et qui m'a dit de passer le voir très tôt le matin. Quand je suis allée, il m'a dit, je suis intérimaire, mais le village appartient à votre lignée, à ta mère. J'ai dit, mais que c'est toi, je vois. J'ai dit, mais mon frère est là. Et quand j'ai été parler à mon demi-frère, il a dit que lui, il avait peur et qu'il ne pouvait pas. Bon, donc, je n'ai plus rien dit. Et ensuite, ils ont commencé les démarches, aller demander la permission dans le village de mon père, et interroger un peu les notables et les sachants. C'est comme ça que c'est arrivé. Est-ce que vous arrivez à exercer votre autorité dans ce village de plus de 600 personnes? Par exemple, quand vous dirigez un peuple, il faut être ferme. Et quand vous devez trancher une situation, il faut être équitable. Si vous avez le souci du peuple que vous gérez, il n'y a pas de solution que le peuple ne vous adopte pas. Parce qu'on peut vous avoir introduit comme chef, mais le peuple peut ne pas vous adopter. Les gens que vos sujets voient vos façons de faire, la façon dont vous les dirigez, le souci que vous avez de chacun d'eux, vous les écoutez. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il faut les écouter. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de sous-estimer le problème de chacun. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir parce qu'on lui a volé cette bouteille. Ne lui dites pas, ne pensez pas que c'est un petit problème pour vous. Parce que pour vous, ça n'a pas de valeur. C'est juste une bouteille d'eau. Et ça, quand vous avez des personnes à votre charge, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut les écouter. Surtout écouter. On va aller pour un cas pratique. C'est-à-dire, vous avez votre cousin, c'est normal, c'est dans le village, donc vous avez forcément vos parents. Vous avez votre cousin qui est accusé d'avoir volé un mouton. Il nie les faits. Et de l'autre côté, dans une autre famille, il y a le plaignant qui est là. Alors, ces deux personnes-là sont assises. Comment est-ce que vous arrivez facilement à trancher une telle histoire? Quand il s'agit des membres de famille, je suis plus dur. Parce que c'est eux qui me représentent en fait. Avec eux, je suis plus dur. Mais je tranche selon la vérité. Je ne tranche il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Je ne tranche pas parce qu'il est mon cousin. Je ne tranche pas parce que c'est un étranger. Je tranche parce que c'est la vérité.
Il faut respecter la Il loi. faut respecter la loi. Il y a des interdits au village. Il ne faut pas les faire. À partir de ce moment-là, où mettez votre instinct maternel? Oui, c'est vrai, mais vous avez des êtres humains à diriger. Si vous n'êtes pas ferme, il va y avoir un mélange, un mélangement. C'est-à-dire, ça ne va pas... Il va y avoir une répercussion même qui n'est pas bien. Sur vous d'abord, sur la lignée, parce que vous êtes chef, vous avez droit à la chaise. Quand vous êtes intronisé, il y a une responsabilité. Il ne faut pas vous amuser avec le trône. Autrement dit, le chef ne fait pas de sentiments. Bon, c'est pas que je ne sors pas de moi-même. Mais en vérité, c'est vrai que j'ai des sentiments. Mais il faut que je sois en face de la vérité. Parce que je dirige des êtres humains. Et il faut que je sois en face de la vérité. Vous arrivez quand même à dominer vos sentiments. C'est vrai. Par moment, au départ, je mettais mes sentiments au devant. Quand je dois trancher, j'avais un peu pitié de l'autre, et ainsi de suite. Mais j'ai vu que ça ne marche pas. Et lui, il m'a repris un jour, il a dit, ah non. Il dit, non, non, je vois que tu viens d'arriver. Mais quand tu dois trancher, tu es trop sur les sentiments. Mais il faut regarder la vérité. Pas que je ne disais pas la vérité, mais j'avais du mal à trancher. J'avais du mal. Je voyais la vérité, mais je ne voulais pas parce que j'ai dit que tout le monde m'appartient. Je ne vais pas condamner quelqu'un. Mais avec le temps, j'ai commencé à me faire l'idée. Je voyais la vérité, mais c'était dur à prononcer. Il est arrivé des fois, par exemple, où des hommes vous ont manqué de respect, où ils ont dit moi, ce n'est pas une femme qui va me commander, ce n'est pas une femme qui doit me parler. Chez moi? Oui. Est-ce que peut... c'est déjà arrivé? Tu ne peux pas dire ça. Ah, tu vois, il rit. C'est lui qui prend l'attention. Qu'est-ce qui va se passer alors? Je veux bien savoir. Si jamais quelqu'un dit ça, c'est lui qui prend la sanction, ce n'est pas moi. Personne n'ose dire ça. Peut-être que ça existe, mais ils ont peur. Absolument. Et vous lisez ça dans leurs yeux, mais ils sont là, oui, mais ils ont peur. Ils n'osent pas. Ah. Il n'osera pas. Quand vous êtes intronisé, vous rappelez de la façon dont vos parents ont vécu avec vous. Parce que vous pouvez être nombreux. Les cousins sont là, les neveux des parents sont là. Tout à fait. Mais avec vous, vous n'êtes pas droit à l'erreur. On vous demande, un minimum. C'est-à-dire que les parents sont trop durs avec vous. Vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas rapporter. Quand quelque chose sort de vous, la mère ou bien le père, ils sont irrités et ils se fâchent. Vous comprenez que vous voyez maintenant pourquoi les gens agissaient, les parents agissaient comme ça avec vous. Parce que là, je prends un exemple. Par exemple, ma mère est décédée. Et je suis là maintenant. J'ai des personnes sous ma responsabilité. Si je m'amuse à ne pas être correcte, vous pensez ce qui va arriver? Il va y avoir plein de problèmes. Par exemple, les problèmes de terre, par exemple. Si je ne suis pas juste, si moi-même qui suis là, parce qu'il y a beaucoup de familles, on est là et puis on dit, bon, il y a un trésor qui est sorti sous la terre de telle famille. En tant que chef, j'ai ma part, mais je ne peux pas m'en approprier. Ça, on te l'interdit. Voilà. C'est ta part qui te revient à toi, de façon personnelle. Toute la terre à toi. Il y a des familles. Tout ce qui sort là-bas, tout ce qui se passe, tu es informé. Tu as ta part. Par exemple, si on veut travailler sur la terre de quelqu'un, lui, c'est un humain notable. On doit travailler sur sa terre. Il m'informe. Il dit, bon, voilà, chez moi là-bas, il y a telle société qui est venue qui veut faire une entreprise, ou bien construire quelque chose, ou bien faire telle chose. Je suis informé. Bon, s'il y a quelque chose qui vient, il a sa part et j'ai ma part. Mais un chef ne doit pas s'accaparer des biens de ces populations, les écraser. Ça, c'est pas bien. Voilà. Vous arrivez d'être confronté à une situation difficile et vous n'avez pas pu faire de choix. Les situations difficiles, si ça arrive, on appelle les témoins. On appelle les témoins. Et comme je dis, moi, je ne pose pas de questions. On appelle les témoins et c'est les témoins qui vont voir ce qui se passe. Et c'est en fonction des questions. Parce que si vous pouviez un jour assister à un tribunal là où nous siégeons, vous allez voir. En fonction des questions, les choses se clarifient rapidement. Voilà. Donc, je n'ai jamais été confronté à un problème où je n'avais pas vraiment eu le choix. On trouve toujours la solution. Il y a des problèmes où on règle à l'amiable. Par exemple, je prends un exemple. Quand vous êtes chef, il ne faut pas créer la division d'une famille. Ça, ce n'est pas bon. Je prends un exemple. Vous avez le doyen qui est là, sa fille à côté. Et puis un jour, sa fille vient. Elle dit, ah non, non, vraiment, j'ai des problèmes avec mon père. Il ne faut pas les confronter. Il ne faut jamais les confronter. Il ne faut pas les confronter. Vous donnez des consignes vous donnez des conseils à Alissa, sa fille. Voilà. Vous dites que si votre père agit comme ça, cherchez à le comprendre. Je prends un exemple très, très concret. J'ai un de mes jeunes qui a eu un problème un jour et qui a un problème avec un jeune d'un vieil voisin. Et il y a une amende qui est tombée. Bon, quand je suis arrivé, lui, en tant que porte-canne, il m'a fait le point de toutes les situations qui étaient là. Avant ma mère, les situations où ma mère n'avait pas pu régler. Je suis venu trouver, il a fait tout le point. Et quand il m'a fait le point de cette situation,
J'ai appelé le jeune et je l'ai écouté. Quand je l'ai écouté, il m'a dit, si c'est toi qui avais été là, je ne prendrais pas l'amende. Wow. Parce que ça crée un blocage entre la famille, parce qu'on est de la même région, mais on n'est pas de la même tribu. Donc on est d'une autre tribu, et lui, l'autre jeune est d'une autre tribu. Il m'a dit, si c'est toi qui avais été là. Parce que quand vous êtes chef, que quelqu'un a un problème, il ne faut pas tout de suite le condamner. Davido et sa copine Chioma, si vous ne savez pas qui c'est Chioma, c'est qu'il faut quitter la planète Terre. Chioma, elle est partout en ce moment. On ne peut pas voir Davido sans Chioma. Davido est là et Chio est derrière. Chioma est derrière Davido. Donc en ce moment, c'est l'évasion de Chioma. Elle est partout. Donc Davido a posté une photo avec sa copine Chioma. Et les internautes se sentent un peu pleins que, ah, toi Chioma là. De toute façon, ton mari est riche là. C'est un ancien portable qui est dans ta main. Mais vous avez quel problème? Vous avez qu'à problème, c'est les tonneaux vides qui font du bruit, hein? Les gens qui ont l'argent, nous là, on parle pas trop, hein? Même si on a un ancien téléphone des années 2010, ça passe. Mais du moment que tu peux dire, allô, oui, tu as fait la transaction des 10 millions, c'est le plus important, c'est pas la beauté du téléphone. Hein? Allô, est-ce que les milliards sont arrivés sur mon compte? Du moment que la personne te dit, oui, les milliards sont arrivés, c'est le plus important. Laissez Chioma tranquille, les gens sont jaloux de son payé, son mari est milliardaire. Est-ce que c'est sa faute si elle est belle? Récemment, les gens se sont moqués de sa dentition, qu'elle a une vilaine dentition. C'est ça là même le gars aime. Hein? Toi avec ta jolie dentition là, c'est pas dans le salon de ton père, tu es en train de me regarder? Hein? Affaira, j'avais sur Internet cette semaine-là, week-end là. Mais je dis à mes éléments, tant que Général n'a pas encore donné le mot d'ordre, ne partez pas sur le terrain. Awa Sanoko dit, Miss Côte d'Ivoire de cette année là, elle n'est pas stylée. Elle dit, elle ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas se tenir, elle n'est pas classe, que c'est son avis. Je l'ai appelée ce matin, je lui ai dit, notre Miss t'a fait quoi? La jolie figure là, t'as fait quoi? Elle dit, c'est que elle, c'est son avis, elle a donné. C'est pas sa première fois de donner son avis, elle donne tout le temps son avis. Et aujourd'hui, les médias ont polémiqué, c'est parti dans tous les sens, ici, là-bas, ici. C'est que Miss, il n'a pas répondu. Awa Sanoko après a dit qu'elle arrêtait le buzz. La mode en ce moment. De nos jours, là, si tu n'as pas l'argent, tu es dans problème. La mode, les Diabassora, les sœurs Kardashian du Mali, c'est d'avoir les sacs à main de marque. Donc, je viens vous montrer. Ça veut dire que si tu es sapé, tu attrapes un sac à main. Pour ça, c'est mon sac à main, hein, on fait selon les moyens. C'est ce que j'ai pu m'offrir. Donc, tu as ton sac à main, tu casses ça comme ça. C'est toi-même là. Faut pas te regarder. Genre, tu quand il y a ça quand même. Genre, je suis riche. Regardez. C'est la mode en ce moment. Donc, comme vous l'avez vu, moi, je n'ai pas d'argent. C'est que si on fait selon ses moyens, jusqu'à présent, on ne connaît pas les sources de revenus des sœurs Diabassora. Mais là encore, je ne dis rien. Chacun est sûr, chacun a son argent, même si ça quitte en l'air, ça quitte en ciel, chacun a son argent. C'est pas dans ma bouche, moi je vois piment. Est-ce que vous connaissez Manager? Voilà, du groupe Magic System. Ce week-end, c'était l'anniversaire de sa femme, en forme là. C'était l'anniversaire de sa femme, donc quoi de plus normal que de poster une photo de madame, joyeux anniversaire bébé, vraiment, tu es l'amour de ma vie, joyeux anniversaire madame, tu es née, merci infiniment pour les enfants, cette journée inoubliable, gros bisous, nous t'aimons énormément. C'est le message que le manager adresse à sa femme pour son anniversaire. Madame quitte là-bas, elle vient écrire merci manager. Simplement comme ça, hein. Merci manager, point. Mais qu'elle n'est pas dans les trucs de ouah, bavardage. Chacun sa manière d'exprimer son amour. Si toi, tu exprimes ton amour avec les mots, elle c'est merci madame. Elle est là. Merci manager. Tout, hein. Le mot merci. Merci. Non, c'est suffisant. C'est suffisant. Moi, je n'ai rien à dire. C'est suffisant. C'est tout ce qu'il faut. C'est joli. Mais oh. Non, mais les gens cherchent foyer habiter ici comme ça. Tu as mis sur Facebook, merci. Seulement. Elle aurait dû mettre quoi, par exemple? Merci. Mon amour, vraiment, ton message me touche. Je t'aime aussi. Merci pour tout. Nananina, nananino. Tout ça, ça pouvait se faire. Mais chacun, ça va d'exprimer son amour. Moi, je dis ma bouche, là, moi, je ne mange pas piment dedans. Madame Manager, monsieur Manager, c'est nous-mêmes les affaires de Côte d'Ivoire qui vous remercions. C'est comme vous avez fait ce week-end-là. C'est nous-mêmes qui vous remercions. Enfant de bonne famille, ma vie vire au cauchemar après le divorce de mes parents. Après le divorce, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la fin de mauvaise famille? Attends, est-ce que c'est la fin de mauvaise famille? Tout le monde a la fin de bonne famille. Mais ça dépend de ce que vous faites au sein de la famille, c'est tout. Tu parles de la famille où maman et la fille même luttent le même gars.
Ça, c'est bonne famille qu'elle a. Ça, c'est bonne famille. Non. Parmi tous les exemples, c'est celui-là que vous avez trouvé. C'est pourquoi j'adore Yopougon. Yopougon, nous, on a l'aise là-bas, les autres. C'est pourquoi je demande au gouvernement si on peut prendre l'autoroute de Yopougon, on a fait un pont à péage pour payer pour rentrer là le week-end. Vous êtes à Cocody, quand vous voulez vous amuser, c'est dans la commune de la Joie, vous partez. Pourtant, vous êtes chez vous, vous avez mis mur, clôture, vous avez mis fer courant dessus, personne ne rentre. Quand il passe, sur le cliquet t'attend, c'est waouh, c'est le chien qui aboie là-bas. Mais c'est vous qui allez toujours. Non, tu dois faire clair. C'est vous qui allez toujours. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien, c'est des papiers, ils ont pris, ils ont dessiné des numéros, des chiffres dessus. C'est rien. Nous, on a l'aise. Alors, c'est ça. Voilà. Nous, on est très à l'aise. On est à l'aise. Alors, on est à l'aise. S'il y a cauchemar aujourd'hui, c'est que vous avez rêvé hier. Alors, et celui qui n'a pas rêvé là, est-ce qu'il peut avoir cauchemar? Pas du tout. Nous, on est dans le cauchemar là, mais est-ce qu'on pense à rêve? Mais on est très heureux dedans. S'il y a un divorce, c'est qu'il y a un mariage. Donc, c'est pour vous dire qu'en même temps, pour dire à ses parents là, vous qui êtes dans une situation, souvent même les enfants, les grandes personnes dans la voiture, même au feu la main, quand ils nous voient, ils font ça. Mais les langues là, je vais couper la langue de quelqu'un un jour. Je vais couper la langue de quelqu'un un jour. Nous, ça fout les vous, je vais couper la langue de quelqu'un un jour. C'est pour dire aux parents de faire très attention. Il faut apprendre, il faut dire la vérité aux enfants. Vous êtes dans une situation aisée aujourd'hui, vous expliquez aux enfants vos difficultés passées. C'est important. Souvent, la femme, il est curé, papa. Tu faisais quoi avant? Pourquoi aujourd'hui tu as l'argent? Oh, mon fils, laisse tomber, nous avons travaillé. Oh, lui, là, il a fait champ de manioc. Aujourd'hui, il la laisse, il refuse de dire ça à son enfant. Il faut dire la vérité aux enfants. Il faut apprendre aux enfants un certain nombre de souffrances. Même si vous avez la moyenne aujourd'hui, souvent, montrer à l'enfant qu'il s'en va à l'école, là. Tu lui donnes 1000 francs par jour, là. Donne-lui 100 francs par jour. Souvent, on ne lui donne rien. Et quand c'est comme vous, les parents, vous êtes ensemble, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait jamais. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, là, tu prends avec aujourd'hui, calvaire, rêve est devenu calvaire. Si avant, ils avaient passé à ça, les parents avaient passé à ça, est-ce qu'aujourd'hui, elle allait dans cette situation? C'est l'occasion de dire aux parents, de dire que les enfants, dans un certain nombre de valeurs de souffrance. C'est pas pour dire que tu n'aimes pas ton enfant, mais tu dis à l'enfant que tu as ça aujourd'hui, moi j'étais comme ça, mais un jour, tu peux ne pas avoir ça. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de joie, où on ne manquait de rien. Je peux prendre un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, c'est qu'on était toujours entre deux avions. De par le travail de ma mère, c'est pas donné à tout le monde de partir à Paris ou aux États-Unis ou en Italie 2 fois dans le mois. Et c'était notre cas. Et on va dire jusqu'en classe de 6e, je portais des chaussures avec mes sœurs, mes frères et sœurs qui venaient tout le temps d'Europe. Voilà. Donc on était dans une famille où on n'avait rien à envier à quiconque. Et à l'âge de 12 ans, tout bascule parce que papa et maman se séparent. Et voilà, c'est plein d'histoires dans la famille, plein de reproches des enfants. Par exemple, moi, on me reproche d'être trop attachée à mon père et pourtant je vis avec ma mère. Étant la dernière d'une famille de 4 enfants, je reste dans ma bulle, je me crée une carapace, je reste dans ma bulle pour vivre ma vie d'enfant, ma vie d'une fillette de 12 ans. Déjà, il y a l'absence du père qui se fait ressentir et aussi à maman qui est seule à nous gérer. Bon, c'est vrai qu'elle a encore son emploi, elle a encore ses petits business, mais comme je vous ai dit, au fur et à mesure du temps, puisqu'il faut gérer le standing de vie, les choses vont commencer à basculer. Et vous voyez votre maman qui change, et vous voyez votre maman aussi qui tombe malade, parce qu'elle, à force d'emmagasiner, un matin, elle pique une crise. Et le médecin lui demande de parler. Donc là, on assiste à une femme posée, tranquille, à une femme, c'est ma mère, beaucoup de respect, mais je dirais, qui devient un peu hystérique. Voilà, et qui, puisque mon père, c'est lui qui a le bâton, qui est l'autorité en plus militaire, on peut pas, voilà, nous, on n'avait pas le droit de parler devant lui. Et c'est ma mère maintenant qui doit nous gérer 3 filles. Comme vous savez, vous avez connu toute l'histoire d'Air Afrique, c'est que ma mère qui a des biens, qui a des commerces, qui a des magasins et tout, qui est toujours en 2 avions, Air Afrique se ferme et ils sont licenciés sans droit. Et elle a un projet dans lequel il lui faut investir beaucoup d'argent pour le voir fleurir. Donc, elle commence à vendre tous les biens qu'elle a, les appartements, les terrains, voilà, que ce soit à l'intérieur du pays, parce qu'elle était vraiment assise comme femme. Elle est directrice d'un lycée. D'un lycée. Et quand elle commençait, c'était un jardin d'enfants. D'accord. Donc, du jardin d'enfants au lycée, il fallait investir, voilà, dedans. Et c'était compliqué parce qu'en plus de construire, vous savez combien de je dirais heureux, excusez-moi, d'argent il faut investir dedans. Il faut aussi maintenir nos standings de vie pour le quartier là où on habite, pour l'appartement UP dans lequel on est, pour le mode de vie auquel on nous a habitués. Alors c'était vraiment pas facile et à un moment, elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus du tout. Et voilà, papa, le divorce était prononcé, qui était parti avec une autre femme. Donc,
c'est vrai, ma mère, au début, elle avait dit, je les garde, parce que si je te les donne, elles vont être les servantes de ta nouvelle épouse. Et je veux que mes enfants arrivent, comme on dit, en Afrique. Et c'est ce que ma mère a fait. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons tous nos diplômes. Mes sœurs sont à la fonction publique et moi, je suis en Europe. Après tout ceci, j'obtiens le BTS et tout ça, mais la vieille est fatiguée. La vieille est fatiguée parce que voilà, son projet lui prend beaucoup d'argent et elle ne peut plus. Elle peut plus. Et on nous demande de partir de l'appartement à Biétry. De Biétry, on se retrouve à Abobo. Ce qui est plus difficile, mais qui a été pour moi un booster aussi, c'est le regard des autres. Qui sont ces autres? Parce que de Biétry, vous retrouvez à Bobo. Oui. Je ne sais pas si à Bobo, quelqu'un passé. À Bobo, même il y a des ministres même qui habitent à Bobo. Donc, forcément, être à Bobo, ce n'est pas forcément être dans la galère. Je veux dire, les autres, c'est qui? Est-ce que la population de Biétry vous a suivi à Bobo? Pour des gens, vous savez comment on dit un peu. Ah, on ne te connaît pas là-bas. Galère. Qui c'est que tu es là avant? Le projet de votre maman, oui. Il est à Bobo? Oui, il est à Bobo. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle a déménagé de Biétry à Bobo, pour se rapprocher de son projet. La première raison, c'était déjà, ma mère aime les grands espaces parce qu'on était dans un très grand appartement. Et elle n'arrivait plus à payer un appartement de plus de 150 000 francs à Biétry. Et donc, on cherchait un appartement au fait. Mais là où on nous proposait, là où elle est aujourd'hui, non seulement l'espace est grand, mais c'est vrai qu'il y a son école à côté, mais c'était par rapport au prix aussi. Il va se passer une chose inattendue. Votre père va essayer de revenir dans votre vie, parce que de son côté aussi, il y a eu de petits problèmes. La dame pour qui il laisse ma mère, elle lui prend tout ce qu'il a, à la fin. Quand elle sent que la diplomatie, le contrat de mon père arrive à la fin, elle lui prend. Parce que c'est elle qui gère, c'est elle qui le gère. En Europe, vous savez comment ça se passe, c'est les femmes qui... Donc, avec les cartes bancaires et tout, elle racle tous les comptes. Elle prend même des prêts de milliers d'euros au nom de mon père, parce que quand tu vois ces papiers, les gens n'hésitent pas à vous donner des crédits. Donc, elle prend tout ce qu'elle peut prendre, elle vide la maison et elle part avec ses enfants. Et il va vous faire une proposition plutôt intéressante. Oui, plutôt intéressante, de venir le rejoindre en France. Voilà. Au début, je n'étais pas pour parce que j'avais ma petite vie ici, que j'aimais bien. Et puis aussi, je voulais lui faire payer un peu tout ce qu'il avait fait. Mais on voulait un peu quand même. Voilà. Et ma mère me dit, écoute, c'est ton père et vas-y. Ah, c'est bien. Votre père, à l'époque, il est diplomate. Oui. Donc là, vous débarquez en France, qu'est-ce qui se passe? Après tout ça, c'est que le contrat de mon père arrive à tirer à sa fin. Ah mince. Voilà. Et vu que tout ce qu'il avait gardé comme économie est parti dans la dame, avec la dame avec qui il était, bah, il faut faire face aux réalités de Paris. Il faut trouver, oui. Donc, je redescends de mon piédestal. Mais toujours est-il que, grâce à Dieu, je n'ai jamais été une fille gonflée. Beaucoup de caractère, mais assez d'humilité. Voilà. Donc, il faut faire face aux réalités de Paris. Il faut trouver du travail. Il faut changer de statut quand c'est le Quai d'Orsay qui vous livre votre carte de séjour. Maintenant, il faut chercher le titre de séjour pour commencer à travailler à Paris. Et il faut déménager du secteur pavillonnaire. Donc, on se retrouve dans une cité. À ce moment-là, j'ai envie de dire, est-ce qu'à Bobo vous manque un peu quand même? Ma vie en Côte d'Ivoire me manque parce que là, j'ai mon travail. Voilà, je suis une jeune go bien, quoi. Donc, je me dis, je fais quoi à Paris, au fait? Franchement. Je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais à Paris? Qu'est-ce que je fais à Paris? Et c'est très difficile. C'est très difficile. Je commence à faire des petits boulots. Je fais le ménage. J'ai nettoyé les rues de Paris. J'ai gardé des enfants. Je vais me réveiller les rues de Paris. Oui, je vous assure. Wow. Oui, parce que j'étais dans une entreprise. Et qui s'occupait de nettoyer les rues de Paris. Donc, j'ai fait tous les petits boulots. J'ai même mes sous qui sont restés avec les personnes parce que je n'ai pas de papier. Donc, je travaille avec des papiers de certaines personnes. Et après, il y a le chantage. Tu travailles, mais c'est pour moi l'argent parce que c'est mes papiers que tu utilises. Donc, tout ça, j'ai connu et j'avais beaucoup de colère en moi. J'avais aussi beaucoup de regrets. Je suis très croyante. Donc, je continue à faire le ministère, comme on dit. Et je rencontre mon époux qui... Au début, ça n'a pas été difficile parce que lui aussi, il sortait de la jet set. D'accord. Voilà. Et c'était deux caractères, c'est surtout ça, deux caractères qui allaient être ensemble pour la vie. Donc forcément, il fallait se frotter, il fallait, voilà, accepter moi, que je sois transformée, que je devienne une femme. Voilà. Mais au foyer, voilà, que j'ai de nouvelles responsabilités et tout. Mais tout ce qui s'est passé dans ma vie a contribué à tout cela. Forcément. Voilà. Et il m'a épousée. J'ai eu un très beau mariage, un grand mariage.
Et puis, grâce à lui, j'ai changé de statut. J'ai eu mes enfants. J'ai pu avoir mes papiers. Et à la suite de ça, j'ai fait ma formation. Je n'ai pas dormi sur mes lauriers. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, tout va bien. Je veux savoir, quand vous regardez dans votre viseur tout votre parcours, qu'est-ce que ça vous inspire? La persévérance. La persévérance, garder la foi surtout. Et ne pas dormir sur ce qu'on a, ne pas être dans le déni pour dire est-ce que tu me connais, est-ce que tu sais qui je suis? Voilà. J'ai un grand nom de famille, mais j'ai changé de nom aujourd'hui. Je suis fière de porter le nom de mon époux. J'ai vu ma mère aller de tout à rien et de rien à un peu mieux. Et c'est une femme, une battante, et je lui dois tout. Donc, je dis à mes enfants qu'on ne peut pas tout obtenir dans la vie avec un claquement de doigts. Et comme j'ai des garçons, je suis très dure avec eux. On peut tout leur offrir, on a les moyens, mais je leur dis que tout se mérite. Donc, ça fait que souvent, j'achète des choses chères, des grandes marques, et je cache. Je leur dis, tant que vous ne me rameniez pas des bonnes notes, tant que vous ne vous améliorez pas dans vos caractères, dans vos comportements, je ne vous donne rien. Du donnant-donnant, quoi, voilà. Comme on dit. Prêt à perdre la tête? Vivez toutes les émotions de la CAN Total 2019 sur les chaînes du groupe RTI et nos supports digitaux. Oui, ne ratez rien de la CAN Total 2019 avec les plateaux de match, nos capsules inédites et nos émissions spéciales présentées et commentées par nos experts. RTI, diffuseur officiel. J'ai donné de ma personne pour qu'une école soit bâtie dans mon village malgré les obstacles. Vous voulez donner vie aux envies des enfants de votre région. C'est-à-dire quoi? Les enfants ont envie d'aller à l'école, vous donnez vie à leurs envies. Ils ont envie d'aller à l'école en créant, en bâtissant une école. Alors c'est cette envie-là aussi que vous bâtissez au fait. Tout ça c'est la vie. Ça se résume, tout ça là. Donc nous avons dit que... J'ai toujours dit sur ce plateau qu'on ne peut pas attendre tout de l'État. J'ai dit l'État même avec E majuscule est déjà dans un État E minuscule. Donc on ne peut pas attendre tout de l'État. Elle est bonne celle-là. On ne peut pas. C'est ça, c'est l'éducation. J'imagine, vous donnez tout de vous-même pour une région. Mais attends, nous, chacun de nous a fait le village, on sait ce qui se passe. Il y a des gens, mais quand on dit c'est ici, on va bâtir votre école. Matin, tu vas trouver cette même plantation de manioc. Parce qu'ils veulent même, non mais attends, parce qu'ils veulent même pas qu'on construise une école. Attends, il n'y a pas de développement sans éducation. C'est ça, il faut faire comprendre à nos parents. Il y a des gens qui refusent carrément. Quand on dit gouvernement va venir, il y en a même les totems, c'est devant Caterpillar. Quand il va Caterpillar, Caterpillar va venir construire quoi ici encore. Mais tu ne veux pas évoluer, tu vas rester dans la pénombre. Après, c'est pour envoyer les autres régions. Non, il faut accepter ceux qui viennent vers vous. Parce que, regardez, l'État ne va pas aller vous trouver en brousse, dans la broussaille là-bas pour dire non, on va venir bâtir. Non, il faut qu'on voie même cette envie-là venir même déjà, faites le premier pas des fils de la région. Quand tu commences un peu, quand l'État vient, l'État dit ceux-là, ils ont envie d'avoir une école. Et quand c'est comme ça, quand l'aide de l'État vient, plus voilà, c'est ça. Donc nous, les instituteurs, par exemple, un instituteur j'avais pas remarqué les stylos, hein. Oui, en attente de mutation, mais c'est ça. Il y a des régions qui m'ont proposé d'aller enseigner même sous les hangars. Mais c'est pas exprès. Oui, mais c'est l'éducation. C'est ce que vous faites là. C'est l'éducation. C'est ce que vous faites là. Et je vais m'adresser avec tous les risques qui vont avec. Les sorciers du village. Les sorciers. J'assume la responsabilité. Les sorciers. Vous savez sur quoi vous comptez. La sorcellerie, c'est pas seulement manger l'homme. C'est tout ça là. Empêchez aux enfants d'aller à l'école. Empêchez à vos progénitures de réussir. C'est ça la sorte de vrai. Il doit être en colère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Philon. Et je vais voyager à Bonne. Non, avec un vieillard dans un avion. Non, là c'est pourquoi. La liste de la nourriture, un vieillard comme ça, il dit non, il ne veut pas de nourriture, on a qu'à lui donner la liste des passagers. Toi, tu vas faire quoi avec ça? Cette envie est née d'abord de mes souffrances. D'accord. Ma propre souffrance. Donc ça, c'est la première base. J'ai voulu mettre fin à ma propre souffrance et aussi à la souffrance des autres, des enfants, de nos enfants. Nous sommes 45 enfants de mon père. Imaginez-vous si chacun doit faire aussi, je ne sais pas combien d'enfants. Bon, moi, j'en ai 2 pour l'instant. Ça fait déjà pratiquement 90 si chacun essaie de choses. Alors, on s'est dit, si on ne fait rien, nos enfants vont souffrir. Comme vous les avez enfants souffert. de nos enfants vont souffrir. Les enfants des villageois vont souffrir. Alors, il faut mettre fin
il faut réfléchir à quelque chose. On n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Que faire? Donc c'est comme ça que l'envie est venue. En 2005 déjà, de mon maigre salaire qui découlait de mon contrat avec la mairie de Divo, alors je m'associais avec tonton Augustin Conan, qui était avec mon oncle pour créer l'école. Je m'associais avec lui, lui il apportait son argent de son champ. Et puis on allait vers les autorités de la place, on venait à Abidjan, on déplaçait des gens. De 2005 jusqu'à 2010, c'est ce qu'on faisait. On a pu recevoir là-bas l'ONUCI, des ONG, plusieurs personnes, le sous-préfet, tout ça. Et chaque fois, on déplaçait nos parents. Ils venaient et il n'y a rien. Ils étaient fatigués d'aller toujours au soleil, applaudir les gens. Oui, applaudir les gens. Et souvent même, c'est leur maigre moyen là qu'ils prenaient pour les recevoir. Et puis après, paf, rien. Pas d'école. Et vous aussi, vous y mettiez de votre argent? Madame, je n'avais pas d'économie. Même jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent en banque. En 2010, les parents disent, tu nous as trop mis au soleil. Toi, petit comme ça, c'est toi qui nous prends et tu viens nous exposer toujours, tu envoies les gens et il n'y a rien. Alors donc, petit, c'est bon comme ça. Quand ils ont dit ça, moi, j'ai baissé les bras, je me suis caché. De 2010 à 2013, parce que je venais aussi de perdre mon contrat à la mairie de Divo. De 2010 à 2013, j'ai vécu une galère aiguë. Chronique. Ma femme et mon fils qui est là, ils étaient qu'on appelle à Divo, pendant que moi, je cherchais à Yamoussoukro, à Abidjan et autres. Alors, c'était la galère. En 2007, j'ai fait 2 émissions à la RTI ici pour lancer un SOS pour appeler les personnes de bonne volonté à aller construire l'école. À la suite de ces 2 émissions en novembre et décembre 2007, c'est là que le conseil général de Divo m'a appelé pour aller exposer le projet lors de la réunion du 29 décembre 2007, 2 semaines avant la naissance de mon fils. C'est en allant qu'un taxi est venu percuter ma moto. Je suis tombé, la moto s'est gâtée, mon pied aussi a été broyé pratiquement. Alors, en 2015 encore, j'ai fait le 2e accident pendant que l'ONUCI s'était saisie en 2014 de mon projet parce que je leur envoyais à l'insu de mes parents. Je continuais cette démarche parce que mes parents m'avaient interdit. Donc moi, je continuais parce que j'avais envie que ça cesse. Voilà, donc j'ai continué et l'ONUCI m'a appelé pour me dire que tu nous avais présenté un projet en 2007. Est-ce que c'est encore d'actualité? J'ai dit oui, c'est devenu pire qu'avant parce que les parents construisent des appartements pour que les enfants fassent cours en bas. Alors, et chaque 6 mois, il fallait renouveler ces appartements. Quand le matin, il pleut, il n'y a plus cours. Oh là là. Donc, il fallait que ça cesse. Donc, elle me dit, la dame qui m'a appelé de l'ONUCI me dit, il faut nous rafraîchir les images. Mais mes parents m'ont interdit d'aller parler de ça. Comment avoir les images actualisées? Je suis allé voir mon père. J'ai dit, il y a un tonton qui est à Marseille là-bas, qui m'a appelé et qui m'a même envoyé un certificat d'hébergement et qui veut que je vienne là-bas. Donc, papa, tonton veut voir vos photos. Il veut voir les photos des cabanes. J'ai pris ces photos et je suis venu, j'ai constitué les dossiers, j'ai envoyé à l'ONUCI. Ils ont validé pour construire 3 classes, bureau du directeur équipé en table-banc. À la suite de l'ONUCI, l'ambassade de Suisse m'appelle dans la même semaine pour me dire tu nous as transmis un dossier il y a longtemps. Sans blague. Comme quoi la persévérance est aussi... Paye toujours. Des projets qui ont été transmis depuis 2007-2008, c'est en 2015 que je reçois l'appel et je m'en vais. Eux aussi, ils décident de construire 3 classes, latrines, équipées en table-banc. J'ai les 6 classes. Madame, je vais vers les parents. Cette fois-ci, je vais dire à papa, papa, tiens, je te demande pardon. Je suis venu vous voler vos images, mais je viens d'obtenir les 6 classes. Donc,
ce jour-là, papa s'est repenti. C'est lui-même qui m'a demandé pardon. Et c'est papa qui était devenu le chef du projet. Dites-nous aujourd'hui, quand vous arrivez au village, c'est quoi l'ambiance? Maman, le 5 octobre 2015, mon entrée à Barry Chantier était plus que triomphale. Je venais de sortir d'accident. L'accident de juillet 2015, parce que pendant le samedi 18 juillet, quand je partais pour le suivi du projet, chaque week-end, je suis là-bas. D'accord. Alors, je partais et ma voiture a fait une sortie de route. J'ai percuté un arbre. J'ai eu les 2 pieds cassés. J'ai eu 4 côtes brisées. J'étais évanoui. J'ai fait 2 jours de coma. Quand je me suis réveillé le lundi, j'ai vu un monsieur. On m'a dit que c'est ce monsieur-là qui m'avait, pendant son voyage, il s'est arrêté et il m'a pris comme son protégé, son parent, jusqu'à envoyer en clinique. Vous étiez inconscient en ce moment? J'étais inconscient. Et ce monsieur, c'est un scieur de bois. Quand je me suis ressaisi, enfin retrouvé après, je lui ai même offert une tronçonneuse pour lui dire merci. Ah, c'est gentil. Je me souviens que le médecin qui me traitait, un professeur en médecine, m'avait dit début septembre que j'allais marcher. On était en septembre 2015. Il m'a dit que j'allais marcher en décembre 2016. Je lui ai dit, docteur, moi, en fin de ce mois-là, il faut que je marche parce qu'à la fin de ce mois, on s'en donne les clés de l'école. L'école doit ouvrir. Et c'est moi qui dois donner les clés. Il dit, non, non, c'est là-bas que tu dois marcher. Qui a eu raison? Le Madame, médecin ou vous? J'ai marché le 5 octobre 2015, c'est-à-dire quelques jours seulement après ce que le médecin m'a dit. Et ce jour-là... Et ce jour-là coïncidait avec la fin des travaux de l'école. Waouh! Vous êtes passionné d'Internet et vous voulez en faire un métier? La caravane du Move Cyberlab 2019, en partenariat avec les mairies, arrive chez vous. Daloa, du 24 juin au 26 juin. Dieukwé, du 1er juillet au 3 juillet. Soubré, du 8 juillet au 10 juillet. Pour des sessions accélérées et gratuites en marketing digital, marketing d'influence, vidéoblog, gestion de crise en ligne, techniques de sécurité web et bien d'autres. Tu veux en profiter? Ça dépend de toi. Inscris-toi maintenant sur le site www.move.com. Move. No limit. La perte de ma voix m'a fait trouver ma voix. C'est parti. Dans la vie, c'est toute chose, Dieu il met l'homme à l'épreuve chaque fois. Mais il faut savoir surmonter ces épreuves. C'est comme l'amour, on dit l'amour n'a pas de preuve que lorsque elle n'est pas mise à l'épreuve. C'est pas de dire que quelqu'un va te dire je t'aime, tu dis à ton mari, qu'est-ce que c'est pour que tu m'aimes? Mais il faut rester dans le foyer, un jour il va te montrer qui tu aimes, il faut savoir. Donc c'est la même chose. Et c'est un texte, voilà. Il n'y a pas de, j'ai pas trop ta liberté, il n'y a pas de conseiller. On va te dire, tu as échoué, voilà, ça, courage à toi, mon frère. Toi-même là, tu dois prendre conscience, tu dois accepter les aléas de ton existence. Tu dois dire que dans la vie où je suis là, mon frère, il y a des trucs là-bas, à tous les coups, je vais tomber. Mais comment est-ce que je vais pouvoir me relever? C'est tout. Moi, je dis que c'est simple, c'est notre quotidien. Il faut que quelque chose dit dans la vie là. Si rien ne t'arrive, tu ne peux rien connaître. Si rien ne t'arrive là, tu ne peux rien connaître. Et cette expérience-là, et puis surtout Dieu, quand il frappe fort, c'est ceux souvent qui ne font rien, qui ne vont pas à la mosquée ni à l'église, qui sont à la maison. C'est quand il y a un problème qui est chaussure là, tu les vas demander dans les temples là. Et quand souvent Dieu te fait descendre encore plus pour te tester. Je suis mariée en 2006. Et quand on se marie, on aspire vraiment à une belle vie, on grossit là. Hein, parce qu'il y a la paix au cœur, on grossit. Et voilà qu'en 2007, mi-2007, je commence à me sentir mal. Donc je vais à l'hôpital. Au départ, on me disait non, c'est parce que tu faisais trop de missions, ton cerveau est surmené. Je dis, mais attends, surmené comment? Et puis voilà que je vais commencer la perte de poids, les yeux qui sortent. Et ça a été pénible. C'est pourquoi je dis toujours à qui veut l'entendre que j'ai eu vraiment le meilleur des maris. Ah bon, hein? Oui, le meilleur des maris. Pourquoi? Parce que ça a été aussi une deuxième épreuve très difficile, pénible à vivre, vu que j'oubliais tout et que c'était des éclats de voix. J'étais la seule à crier. Hein. Lui, il ne criait pas parce que moi, je pense que c'est toujours bon de dire ce qu'on a vécu, être sincère. Et donc, comme j'oubliais tout, donc... même quand il me disait, mais c'est toi qui as mis le verre ici, je dis non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi.
puis je me mets à crier. Vous étiez convaincue que c'était pas vous? J'étais convaincue, alors que c'était la maladie qui faisait cela. Et on va dire que c'est fin 2008 que la maladie a été découverte. Donc, durant une année, il a dû supporter cette situation. Et moi, me mirant, après l'inspection de la voix, je me marie, je suis heureuse, je me dis, bon, je suis vraiment bénie. Me voici toute maigre de 70 kilos, je me retrouve à 40. Donc, c'était difficile. Mais au cœur encore de cette épreuve, vu que j'avais déjà traversé l'autre qui m'avait emmené à garder cette intimité, cette expérience, on va dire, avec lui, j'ai pu tenir. On va vivre cette difficulté-là c'est en 2009 que je vais commencer avec les premiers traitements à me retrouver tout doucement. Mais finalement, vous souffriez de quoi exactement? D'hyperthyroïdie. J'étais en hyperthyroïdie et quand on a découvert, en principe, le taux, c'est pour une femme, c'est de 9 à 19. Mais moi, j'étais à 119 dans mon sang. Donc, le taux était à un niveau très élevé. Mais quand on a découvert, on a commencé le traitement, j'avais plus encore la même forme et je savais que quand je me levais, voici notre épreuve, les regards étaient sur moi. Cette épreuve m'a permis moi-même de me remettre en question. Donc moi, je me base sur le fait que j'étais dans une épreuve que Dieu a permis pour corriger... Un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien, pour atteindre l'objectif que je vis aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il fallait, aujourd'hui, je veux dire... je ne dis pas que l'orgueil est totalement parti, mais je sais d'où je viens. Vous avez perdu 10 kilos d'orgueil au moins. Non, 10 kilos, je pense que j'en ai perdu... 30 au moins. 30 kilos d'orgueil. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Surtout que, vous voyez, avant, quand je chantais, je me retrouvais avec... il y avait un moment où on disait la messe des malades. Et quand je me retrouvais à cette messe, je parlais aux malades. Je leur disais non, ayez la force, croyez, mais je n'avais jamais fait l'expérience. C'est ça. Donc, tout ce que je disais, je le disais comme ça, sans conviction. Mais quand moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai compris ce que quelqu'un qui est malade peut vivre. Donc, quand je chante, je sais ce que je dis parce que j'ai vécu cela. Est-ce que le fait que vous soyez aujourd'hui une chanteuse, dont vous faites de la chanson votre métier, cela ne serait pas incompatible à votre état de santé? C'est même pas un obstacle pour moi, pour la chanson, parce que je me dis, même quand tu as un handicap et que tu as un objectif, tu as une vision et que tu sais que tu dois l'atteindre, quels que soient les obstacles de la vie, tu atteins ta vision. Comme ça, quand un jour tu n'es plus sur la terre, tu sais que tu as atteint ta vision et tout le monde sait que tu es passé par là, que tu as été présente sur la terre et que tu as été un objet comment on dit ça, d'encouragement pour les autres. Et donc, moi, ça ne m'arrête pas. Alors, quand on exerce un art, ou disons un sacerdoce comme le vôtre, c'est-à-dire des sacerdoces qui exigent sur notre oralité, notre souffle, en général, on oublie la discipline sportive, l'exercice. Est-ce que vous avez une tradition de sport pour vous aider à être moins fatigué, à avoir un souffle? Je ris parce que à chaque fois que je veux pratiquer l'exercice, je même dis à mon mari, il me faut un tapis, il me faut un tapis. Le tapis est venu, mais je n'ai pas le temps. Donc, j'ai compris. Je vous avoue que je ne fais pas d'exercice vocal. Je vous y encourage. Je vous y encourage. Si, je le fais par moment, mais là, je n'ai pas le temps de monter sur le tapis.